Économie Le Max sur i24 News, soyez les bienvenus. Au sommaire de cette édition, 2 pays d'Amérique du Sud encore en lice pour décrocher la Coupe du Monde. L'Argentine d'abord, où les temps sont plutôt à l'inquiétude sur le front de la dette. Après sa condamnation par la justice américaine à rembourser des fonds spéculatifs, Buenos Aires redoute plus que jamais un effet domino et un nouveau défaut de paiement. Les détails dans un instant. Et puis nous nous intéresserons à une puissance montante de ce sous-continent. La Colombie illumine ce mondial et les performances économiques du pays seraient presque du même niveau sans la menace des groupes armés. Hydrocarbures, infrastructures, secteur minier, ce dynamisme est-il parti pour durer? Rendez-vous en seconde partie d'édition. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. Le tour d'horizon de l'actu économique pour commencer. Et cap d'abord sur l'Afrique du Sud où une grève peut en cacher une autre. Le syndicat national des métallurgistes, vous le voyez, a entamé hier une grève illimitée. Le but est d'obtenir de meilleurs salaires, plus 12%. Et ce qu'il faut préciser, c'est que ce nouveau mouvement survient seulement une semaine après la fin de l'un des plus longs conflits sociaux de l'histoire du pays. 5 mois de bras de fer autour des mines de platine qui ont causé un recul de 0,6% du PIB au premier trimestre. Alors cette fois, des appels à la retenue avaient été lancés au syndicat du secteur de l'acier. La filiale locale d'un grand constructeur américain a déjà menacé de délocaliser sa production dans un pays dit plus calme. La grève concerne 220 000 employés à l'heure où l'Afrique du Sud est déjà au bord de la récession. C'est à cause de la politique menée dans notre pays que les employeurs peuvent continuer à nous payer des salaires de misère, 20 ans après le passage à la démocratie. Les mineurs nous ont montré le chemin à suivre. Alors nous pleurons pour que le gouvernement intervienne et qu'on mette quelque chose dans notre poche pour que nos familles et nos enfants puissent manger. On s'intéresse à un autre pays qui compte en Amérique du Sud, le Chili. Première visite officielle aux États-Unis pour Michelle Bachelet depuis son retour au pouvoir il y a 3 mois. La présidente chilienne a été reçue lundi à la Maison-Blanche par Barack Obama. Énergie et commerce bilatéral étaient au menu des discussions. Et hier, vous le voyez, elle a rencontré Christine Lagarde à Washington. La directrice générale du FMI a donné son aval aux vastes réformes économiques actuellement en cours au Chili. Michelle Bachelet s'est pour sa part félicitée de la venue de Christine Lagarde à une conférence régionale pour l'ensemble de l'Amérique du Sud. Ce sera en décembre à Santiago. Je suis très heureuse au sujet de la conférence régionale pour toute l'Amérique latine qui aura lieu en décembre à Santiago. Il sera question de l'intégration économique et de la croissance. Et ce sera une vraie opportunité pour discuter de la manière dont nous pouvons nous développer par l'intégration. Nous sommes aussi très heureux de savoir que nous recevrons Christine Lagarde et nous aurons l'occasion de poursuivre nos discussions. Que ferait le Royaume-Uni sans l'Union européenne? C'est la question que se pose le ministre allemand des Finances, Wolfgang Schäuble. À Berlin, hier, il est revenu, entre autres, sur les tensions entre Londres et Bruxelles autour du choix du président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Tensions alors que la bonne santé de l'économie britannique va de pair ces derniers temps avec son isolement croissant au sein des 28. On le sait, l'idée d'une sortie de l'Union revient avec insistance du côté de Londres. Le Royaume-Uni, ce n'est pas l'Europe. Mais ne me demandez pas ce que serait le Royaume-Uni sans l'Europe. Ça serait une catastrophe, encore plus pour le Royaume-Uni que pour l'Europe. C'est pour cela que nous faisons notre maximum. Notez d'ailleurs que le PIB de la zone euro est ressorti conforme aux attentes au premier trimestre, plus 0,2% et plus 0,9% en données annuelles. L'actualité en France dominée bien sûr par la mise en examen la nuit dernière de l'ancien président Nicolas Sarkozy pour corruption active, trafic d'influence et recel de violation du secret professionnel. Alors autre actualité, cette étude de l'INSEE sur les revenus et le patrimoine des ménages, elle s'appuie sur des données de 2011 et un constat sans appel, les pauvres s'appauvrissent et les riches s'enrichissent grâce notamment au rebond des revenus du patrimoine. Plus de 14% des Français étaient touchés par la pauvreté cette année-là, plus 0,3% en un an, une pauvreté qui va grandissant non seulement pour les chômeurs mais aussi pour les salariés. Le niveau de vie médian des personnes vivant dans un ménage de France métropolitaine est de 1 630 € par mois.
Et puis les temps changent. Israël va devenir peut-être un fournisseur de gaz pour l'Égypte. Un accord préliminaire vient d'être signé entre des groupes partenaires dans l'exploitation du gisement offshore de gaz naturel Léviathan, c'est au large de Haïfa, et la compagnie britannique BG. Il s'agira d'approvisionner ses infrastructures à Igdou en Égypte via un gazoduc sous-marin. Un contrat sur 15 ans pour 7 milliards de mètres cubes de gaz chaque année et un montant qui pourrait tourner autour de 30 milliards de dollars. 30 jours pour éviter la faillite. Le compte à rebours est enclenché pour l'Argentine et ses 40 millions d'habitants. La deuxième puissance d'Amérique latine est aux prises avec des fonds spéculatifs à qui la justice américaine a donné raison il y a 2 semaines. Buenos Aires doit leur rembourser 1,4 milliard de dollars et cette décision pourrait créer un précédent pour d'autres créanciers. La dette deviendrait alors insurmontable. Aujourd'hui, la solution passe sans doute par la négociation. Anthony Lesme. 13 ans après sa mise en faillite, l'Argentine risque une nouvelle fois la cessation de paiement. La Cour suprême américaine a donné gain de cause à 2 fonds spéculatifs, surnommés fonds vautours, qui ont acheté à prix cassé des titres de la dette argentine. Fonds vautours veut dire qu'ils ramassent ce qu'ils peuvent quand tout s'écroule. Ceci dit, ce sont des fonds qui cherchent à faire des profits comme tous les autres fonds. Ils emploient des tactiques un peu différentes, mais ils ne font rien d'illégal. NML Capital et Aurelius Management ont obtenu d'être remboursés par l'Argentine sur la valeur initiale des titres, soit une somme de 1,4 milliard de dollars qui pourrait faire jurisprudence et appeler le remboursement d'autres créances. Au total, 15 milliards de dollars pourraient être en jeu et l'Argentine risquerait une nouvelle fois la faillite car ses finances sont exsangues et sa situation économique en grave difficulté. Il n'y a pas d'antécédent juridique à l'international en ce qui concerne la restructuration de cette dette souveraine. Aujourd'hui, l'Argentine est en état de siège. Toutefois, tout pays qui pourrait faire face à une restructuration future de la dette pourrait être dans le même dilemme. Même si 99,9% de l'échange de cette dette est conforme, 0,01% des détenteurs d'obligations seraient en mesure d'invalider l'ensemble de la restructuration. L'Argentine a obtenu un nouveau délai de 30 jours pour honorer sa dette. Un choix s'impose désormais. La présidente Kirchner, vent debout contre cette décision, pourrait refuser de payer au risque de braquer les investisseurs. Elle pourrait aussi essayer de renégocier une dernière fois. Voilà le risque d'une deuxième faillite en 15 ans pour l'Argentine. Alors de quelles options disposent aujourd'hui les autorités? On va le demander à Luis Miotti en ligne avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Alors vous êtes docteur en économie, maître de conférence à l'université Paris 13 et vous êtes consultant entre autres pour le FMI. Alors d'ici la fin du mois, l'Argentine, on l'a dit, doit trouver un accord avec des fonds spéculatifs américains. Est-ce que vous êtes optimiste? Disons que oui, je suis optimiste parce que je crois que les conditions d'un défaut massif de la dette argentine est trop important pour laisser tomber et je pense que l'Argentine ayant 30 jours pour négocier, ils vont arriver à un accord. Et dans cette décision, dans cette affaire, la décision de justice américaine, elle vous paraît vraiment dangereuse pour l'Argentine? Vous craignez vous aussi un risque d'effet domino pour les autres créanciers de Buenos Aires? Disons que les conditions, on est au fil du rasoir, parce que la sentence le résultat du procès donne droit aux détenteurs des titres de demander les 100% de titres de dette qui n'ont pas été renégociés dans les réchelonnements de 2005 et 2010. Or, il y a encore 15 milliards qui sont détenus par des détenteurs de bons qui peuvent, en fonction des résultats de ces procès, demander les remboursements total aussi. Donc, il n'y a pas que les 1,5 milliard qui est en jeu, mais il y a encore 15 milliards. Alors on a vu... et donc, ces 15 milliards, plus tôt ou plus tard, vont arriver. Et ils vont avoir les mêmes droits. Alors on a vu l'intransigeance aussi de l'Argentine dans les négociations. Vous pensez que c'est le dialogue, d'après vous, qui peut vraiment favoriser le retour de la confiance du côté des marchés financiers?
Écoutez, ça c'est une autre chose. Hein. Je crois que il va y avoir une négociation où l'Argentine va payer d'une manière ou d'une autre les milliards 5 qu'il doit payer aux bénéficiaires du jugement. Elle va après, elle va pouvoir payer les échéances normales. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Louis Smeti. Je vous remercie beaucoup, Louis Smeti, d'avoir répondu à nos questions. Alors, juste derrière l'Argentine, la Colombie est la 3e puissance économique sud-américaine. Et comme sur les terrains de foot brésiliens ces jours-ci, eh bien, les indicateurs économiques sont en grande forme, avec notamment un PIB par habitant qui a doublé en l'espace d'une quinzaine d'années. Alors, parmi les points forts de Bogota, ces ressources minières qui attirent les investisseurs. Seul bémol, les violences, les groupes armés vont-ils entraver la marche en avant du pays? On voit tout cela avec Océane Nicole. 3e puissance économique d'Amérique du Sud, la Colombie est l'un des pays les plus prometteurs de la région. Les 47 millions de citoyens ont vu leur PIB doubler en 14 ans, atteignant ainsi les $8 000 par habitant en 2013. Basse inflation, croissance prévue à 4,5% en 2015, chômage en baisse, tous les signes sont au vert. Nous avons réussi à consolider une économie qui est devenue la 3e d'Amérique latine en termes de PIB. Et ensemble, avec le Pérou, nous sommes les économies en hausse dans l'Amérique latine. Dynamique dans les secteurs d'infrastructure et de la construction, la Colombie s'illustre aussi par sa production d'hydrocarbures. Avec 6% de croissance par an, 40% du total des exportations est pétrolière. Un pays qui joue donc sur ses ressources naturelles et dont l'activité minière représente aujourd'hui 2,3% du PIB. Une activité cependant à risque et souvent illégale. 60% des mines colombiennes sont clandestines mais mieux rémunérées, $630 de salaire en moyenne. Mais ne possédant pas de couverture de santé, ces mineurs clandestins se battent pour faire légaliser leur entreprise. Une activité donc vitale à l'économie du pays qui était d'ailleurs au cœur des dernières élections présidentielles. Il faut absolument soutenir les mines artisanales pour qu'elles deviennent des mines légales. Depuis des décennies, des siècles, il y a toujours eu des petites mines dans l'industrie minière. Les activités minières stimulent aussi des violences. Des groupes armés y voient un filon lucratif et un bon moyen de blanchir de l'argent. Dans ce pays déchiré par un demi-siècle de conflits contre la guérilla et les trafics de drogue, l'activité des mines doit se légaliser pour qu'elles ne deviennent pas le nouveau moteur de la criminalité en Colombie. Voilà, ce sera l'un des défis du président réélu Juan Manuel Santos. Et c'est l'heure du Media Watch. Et les déboires d'un géant mondial de l'automobile à la une de cette revue de presse, on en parlait hier. General Motors enchaîne les rappels, près de 30 millions de véhicules déjà depuis le 1er janvier. Bonjour Fleur Citruc. Bonjour. Alors on va voir ça avec vous, un record qui fait mal pour l'image de l'américain. Tout à fait, mise bout à bout, toutes les voitures appelées par le constructeur américain cette année, eh bien elles feraient plus de 4 fois la circonférence de la Terre. C'est l'hebdomadaire américain The Times qui s'est amusé à faire ses calculs. Il rappelle que le 3e constructeur mondial d'automobiles a battu tous les records cette année en matière de rappel de voitures et nous sommes qu'au mois de juillet. En tout, 28 millions de véhicules ont été rappelés par General Motors en 6 mois. Mis bout à bout, il permettrait d'atteindre l'espace et d'atteindre la moitié de la distance Terre-Lune. Alors, allô la NASA, appelez nos bureaux, ironise The Times, qui souligne que les rappels pour défaut de construction ont été tellement fréquents cette année qu'il était impossible de mettre ne serait-ce qu'une coupe de mondiale de football entre 2 rappels, la coupe du monde de football qui dure 1 mois et 1 jour. Le laps de temps le plus court entre 2 rappels, il a été d'une journée. Autre chiffre, toutes les voitures appelées réunies pèseraient plus de 100 fois l'Empire State Building. Enfin, Bill Gates, l'homme le plus riche du monde, aurait pu régler avec sa fortune 30 fois l'ardoise réglée par General Motors pour toutes ses réparations, soit tout de même une somme de $2,5 milliards. Des chiffres assez impressionnants. Alors, autre titre Fleur, Twitter qui va sans doute proposer à ses utilisateurs de faire leurs achats sans déconnecter du réseau social, c'est ça ? Et oui, en un simple clic, vous pourrez faire vos courses, David, sur Twitter. Le réseau social américain devrait proposer bientôt à ses utilisateurs d'acheter des produits sans quitter l'appli mobile. Selon le quotidien français Le Figaro, Twitter teste actuellement un bouton qui s'appelle « Acheter maintenant ».
Et plutôt bien vu parce que le marché de la pub sur mobile est en plein essor, d'après Forbes. Ah oui, parce que Twitter, comme vous le disiez, investit également sur la pub sur le téléphone portable. Il y a un boom en ce moment aux États-Unis. Tous les annonceurs veulent nous atteindre par le téléphone portable. Un bond de 83% cette année, selon le magazine Forbes. Et donc, le marché va s'élever à 18 milliards de dollars. Et Facebook qui tire d'ailleurs très bien son épingle du jeu sur ce secteur. Merci beaucoup Fleur et à très bientôt. Et c'est tout pour cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie de Mag revient demain sur i24 News, un programme chargé. La Fed, la BCE, le Ramadan et puis la Corée du Sud. En attendant, l'info revient tout de suite. Restez avec nous.